Allô Maude? Allô Alice, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis juste un petit peu enrhumée, mais sinon, je devrais survivre. Ben c'est bien correct, on va te prendre comme t'es, puis je pense que ce qui est positif, c'est que le monde pourra faire la différence entre toi et moi, vu que nos voix vont être légèrement différentes. C'est un très bon point. Écoute Maude, j'avais le goût de commencer le podcast en parlant un peu de mon enthousiasme. Je sais pas si nos auditeurs l'ont vu, là, mais je vous le mentionne comme ça. Maude puis moi, on a décidé de contribuer à la page Facebook Spotted Soigné au Québec, qui est une page qui a explosé là, après les mesures de Dubé qui ont été annoncées. Puis, j'ai fait un texte de témoignage, en fait, puis je m'attendais pas à ce que ça rejoigne autant de gens, mais le nombre de commentaires, de messages privés qu'on a eus, nos vues aussi, là, sur notre dernier épisode, ça a tout simplement explosé. Donc, moi, sérieusement, Maud, j'ai tellement été heureuse de voir ce constat-là, puis de voir que un crime, ce qu'on dit, ben ça touche les gens. Puis c'est pas dans le vide. Il y a des gens qui écoutent ça, qui peuvent se reconnaître, pas nécessairement à 100%, mais se reconnaître sur certains points. Puis je trouve que ça m'a vraiment fait chaud au cœur cette semaine. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, Maud, là? Ah ben, moi aussi, ça m'a fait chaud au cœur, puis ça m'a montré aussi que la détresse, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, justement. Puis toute la semaine, j'allais lire un peu les autres témoignages des autres médecins. Puis même, tu sais, on dit médecins, mais il y a aussi des infirmières. Il y a même aussi des patients que j'ai vus là, qui ont publié parce qu'ils parlaient de leur médecin. Ouais. Donc, moi, pour vrai, Alice, j'étais comme... Je capotais, je me disais à quel point il y a une belle communauté qui est en train de se créer. Puis j'ose espérer que ça va amener les changements qu'il faut. Puis c'est sûr, ça m'a touchée de voir à quel point les gens y ont embarqué dans notre pause, puis voir comment les gens étaient motivés, puis surtout voir aussi les commentaires en dessous, ceux-là aussi qui nous ont écrit. Je vous remercie beaucoup. Moi, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc, Vraiment, vraiment. Puis je pense que je tenais en fait à relire le mot. Il n'est pas très long. Puis pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de le voir passer sur notre page ou sur la page Spotted, je pense que ça pourrait être bien. Donc, je voulais juste prendre un petit moment au début de notre podcast aujourd'hui pour relire ça. Puis après, on pourra se pencher dans le vif du sujet. C'est une très bonne idée. Donc, ça va comme suit. Donc, j'ai marqué « Nous sommes 2 ex-résidentes en médecine familiale. Au début du parcours, la flamme était là. Au milieu du parcours, la flamme a diminué. À la résidence, la flamme s'est éteinte. Nous adorions la médecine. Par contre, les 70 heures à 80 heures semaine, la paperasse et les notes interminables, l'inflexibilité du programme, l'ambiance d'hyperperformance, les heures de sommeil manquantes, le paradoxe dans le fait de promouvoir l'activité physique alors que nous n'avons nous-mêmes pas le temps de bouger. J'ai la COVID et je dois travailler 18 heures en ligne, sinon je risque d'avoir à travailler 21 jours de suite. Une garde ne s'annule pas, tu as toujours une dette, voyons. Voir un patient en 20 minutes pour 4 plaintes et une dépression. Les contraintes gouvernementales qui ne font qu'augmenter. Le jeu n'en valait pas la chandelle, car cette chandelle, on lui a tellement soufflé dessus qu'elle s'est éteinte. Oui, nous avons quitté... Oups, c'est mon gestion d'application, excusez. Oui, nous avons quitté après presque 6 ans de marathon. Sommes-nous paresseuses? Certainement pas. Nous avons plutôt choisi une liberté que peu osent s'offrir en se réorientant. Mes collègues qui continuent, nous les admirons pour leur capacité à alimenter cette chandelle malgré le vent. Par contre, si on souffle trop fort, on risque la noirceur. Simplement une pensée pour se rappeler que ces étudiants sont humains, dévoués et tolèrent un déséquilibre que nous n'avons plus choisi de tolérer. Alors ne faisons pas exprès pour augmenter ce déséquilibre, car d'autres flammes vont s'éteindre, je vous l'assure. Donc, je trouve que ce texte-là faisait un gros ramassis un peu de notre vécu dans le parcours en médecine, hein. C'est sûr que là, bon, vous allez voir dans le podcast qu'on va amener beaucoup plus de nuances. Là. Mon texte se voulait très percutant, puis c'était ça le but, parce que c'est vraiment le fond de ma pensée, puis Maude, ben, c'est le fond de ta pensée aussi. Ben oui. Juste pour préciser, en fait, c'est Alice qui l'a écrit, puis moi, j'ai rajouté ma petite touche par après, là, mais on peut dire que c'est Alice qui avait cette plume dans ce beau texte-là. Là. Oui, exact. Donc voilà, je suis vraiment heureuse. Puis je pense que autant dans la voix, c'est une façon de communiquer, dans l'écriture, c'est une façon de communiquer. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser toutes ces plateformes-là, que ce soit justement les podcasts, les entrevues, les publications pour parler. Tu sais, on a cette chance-là maintenant, je trouve, en 2025, d'avoir la liberté d'expression. Puis je pense qu'il faut l'utiliser. Puis je suis contente, Maude, qu'on puisse utiliser les micros pour
pour partager nos voix, en fait. Je pense qu'ils méritent d'être entendus aussi, là. Absolument. Absolument. Puis en fait, ben, notre sujet de cette semaine, on voulait plus s'orienter vers un sujet qui est plus axé sur les personnes en soi, parce que oui, comme on a dit, il y a beaucoup de facteurs qui sont externes, il y a les contraintes, il y a la société en général, tous les facteurs environnementaux qu'on peut pas contrôler. Puis on a décidé, en fait, de mettre l'épisode aujourd'hui plus sur des facteurs plutôt internes, mais vous allez voir, je pense que ça va être intéressant parce qu'on peut quand même les lier aux facteurs externes. Puis le sujet, en fait, c'est le perfectionnisme. Oui! Donc, on pensait, en fait, commencer le sujet en vous partageant, ou peut-être plus en ayant une discussion entre toi puis moi, Alice, où, en fait, c'est quelle situation qu'on a vécue beaucoup de perfectionnistes qui grugeaient notre énergie. Mm-hmm. Puis ensuite, on va rentrer plus dans c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés du perfectionnisme. Puis c'est quoi aussi à la fin des trucs et astuces que ben, nous deux, on a essayé durant notre parcours, puis même encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est un trait qui reste malheureusement ou heureusement avec nous, un des deux. Mais bref, c'est quoi les trucs puis astuces qui nous aident. Puis ben, en fait, si vous avez d'autres trucs, nous, ça va nous faire plaisir des entendre. Donc, j'irai avec ça comme plan de match. Ben moi, ça me va, puis je pense qu'on peut se dire qu'on est deux personnes avec des hauts traits de perfectionnisme. Ah ouais. Je pense qu'il faut l'assumer haut et fort. Il ne faut pas être gêné de ce trait-là parce que oui, ça amène du négatif, mais ça amène du positif aussi. Puis je pense qu'on peut juste essayer de se commémorer. Ça a été quoi un peu les anecdotes de notre perfectionnisme dans le parcours médical? Puis s'en parler ensemble. Puis si je peux commencer, Maude... Moi, je me rappelle que le genre de perfectionniste, des fois, qui m'irritait de moi-même, c'était ma propension à quand je faisais mes notes médicales, là, je voulais rien oublier. Je voulais être sûre que quand je faisais mon histoire, tu sais, ça, c'est quand on va questionner le patient, on ramasse toutes les données. Je voulais être sûre et certaine que j'ai tout ce qu'il me fallait dans mon histoire pour que si le patron venait me voir, puis il me disait « T'as-tu questionné ça? » Moi, je fais comme « Oui, je l'ai questionné. » Puis j'ai pensé à tout. Puis même, je me rappelle, des fois, je retournais voir les patients pour dire « Ah non, j'ai oublié cette question-là. » Alors que réellement, si j'avais pas un très haut niveau de perfectionnisme, j'aurais pu dire « Ah, gars, au pire, je dirais que je le sais pas. » Mais je me forçais, je me rappelle, là, je me forçais vraiment à ce que ma note soit parfaite, mon examen physique, j'ai tous les détails et tout ça. Puis avec du recul, maintenant, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens à quel point je me mettais cette pression-là énorme pour être sûre que mon histoire soit complète, mon questionnaire soit complet, alors que réellement, c'est pas parce que tu oublies une chose que tout ton questionnaire vaut pas de la merde, tu sais. Mais c'était comme démesurer le critère de perfection que je m'imposais à moi-même, puis mon Dieu, que ça me grugeait de l'énergie, là. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis, Alice, parce que moi aussi, j'avais ce réflexe-là, puis je pense que je l'aurais encore, là, de vraiment m'over-valider, puis de tout le temps aller revérifier par rapport au questionnaire, puis aux notes. Mais à un moment donné, il y avait une médecin, moi, qui m'avait soulevé, elle avait dit... parce qu'on a toujours des évaluations à la fin de notre stage ou on a des évaluations mi-stage. Les stages, c'est entre 4 et 6 semaines, là, du moins à l'externat. Puis il y avait une médecin qui m'avait dit je trouve que c'est vraiment une force que tu sois à l'aise d'aller revalider certaines questions avec le patient. Puis moi, je me rappelle quand j'avais reçu ce commentaire-là, j'étais comme mais voyons, c'est quoi la norme finalement? Parce que autant moi, je trouvais ça un défaut. Dans le fond, je me disais mais ça me gruge tellement d'énergie puis de temps à retourner voir le patient parce que j'ai oublié quelque chose. Mais en même temps, d'un point de vue extérieur, c'était bien vu parce que ça montrait que j'étais soucieuse de la santé du patient, puis j'étais soucieuse d'avoir fait un bon questionnaire, mais en même temps, un autre médecin pourrait dire, ben c'est comme, t'es pas assez rapide, tu sais, fait que je vais tousser, ça sera pas bien long. Mais... Excusez-moi. La ligne est mince, effectivement, Maude, entre être soucieuse versus être dans un perfectionniste qui nuit. Qui te nuit, puis qui nuit ultimement au patient parce que tu prends trop de temps pour faire tout ton processus clinique. Donc, Maude, es-tu toujours parmi nous? Oui, je suis toujours parmi vous, je m'excuse tellement. C'est bien correct, écoute. Puis, donc, c'est ça. Mais oui, puis je suis d'accord avec toi que, tu sais, c'est là où la question se pose. Oui, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut. Puis, c'est ça. On dit le défaut de la qualité, mais c'est un peu ça. C'est que peut-être que oui, ça fait en sorte que tu es quelqu'un qui est méticuleuse, qui oublie rien, mais à un moment donné, ça devient trop, là. Tu sais, moi, c'est ça que je vivais, en tout cas. Je sais pas toi, là.
Ben vraiment, en fait, je vivais la même chose. Puis ce qui est dur pour quelqu'un qui est perfectionniste, c'est que t'as pas cette espèce de baromètre interne-là. Ouais. Quelqu'un qui se met des attentes comme réalistes, à un moment donné, il va se le dire à l'intérieur de lui, bon, mais je pense que ça fait assez... Tu t'as mis assez d'efforts pour vrai, va te coucher. Mais nous, je dis nous, mais je parle de toutes les personnes sûrement qui se reconnaissent dans l'auditoire, c'est de dire, t'as pas ce petit baromètre-là, puis cette petite voix interne-là qui te dit, hey, pour vrai, là, je pense que t'en as fait assez, puis si tu continues, tu vas perdre de l'énergie. Il y a comme plus cette nuance-là, puis c'est ça, vas-y. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, moi, je me rappelle quand j'étais en stage de médecine interne, j'étais avec mon amie, que je nommerai pas, mais elle va peut-être se reconnaître si elle m'écoute. Puis je me rappelle que moi, là, c'était pas question que j'ai pas fini, tu sais, le début de ma note avant d'aller dîner. Puis elle me dit, Alice, viens donc dîner, là, tu sais, c'est pas grave, là, tu finiras ça après. Puis moi, j'étais comme, moi, mais là, peut-être que si je finis pas là, j'aurai pas le temps de finir, puis là, ça sera pas ça à coche, puis tout ça. Puis moi, je la trouvais donc bonne de dire, hey, à un moment donné, justement, mon baromètre interne me dit, j'ai faim, j'ai un signal de faim, je vais le respecter, je vais aller manger, puis gars, au pire, j'aurai pas le temps de finir, mais ça finira là. Ouais. Puis je trouvais tellement qu'elle se permettait cette liberté-là, puis je me disais, mais elle a tellement raison au bout de la ligne, mais le baromètre dont tu parles, moi j'ai l'impression, pour vrai, au fil de mes études, je l'ai perdu, parce que c'est tellement, on est tellement dans un contexte où le perfectionnisme est aussi valorisé. T'sais, le fait de connaître tes choses, d'être sharp, d'être sa coche, c'est valorisé. Donc, on dirait que c'est vrai que tu perds tes signaux internes, puis il faut pas oublier tout le parcours d'où on vient. Un parcours dans lequel il faut pratiquement d'une moyenne de A à A+. Donc, l'erreur n'est pas justifiée dans ce parcours-là. Fait que tu arrives dans ce mindset-là, puis là, tu continues ton parcours en médecine, puis tu as encore cette vision-là comme quoi faut que ça soit sa coche, l'erreur n'est jamais justifiée. Ouais. Mais c'est rigide. En fait, c'est que si tu fais une erreur, faut que tu la justifies, puis faut que tu aies des méchantes bonnes raisons. Exact. Exact. Effectivement, puis moi, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect, la peur des poursuites, puis la peur des erreurs médicales, ça fait juste accentuer ça. Puis moi, je me dis, on était en stage externe, puis on sentait cette pression-là, tu sais, puis je pense qu'il y en a qui la sentent plus quand ils deviennent résidents au même patron. Puis je me dis, tant mieux si ça arrive plus tard, mais ça reste... OK, mais si tu te mets déjà cette pression-là externe, c'est comme... Mais comment tu vas faire quand tu vas être patron? Moi, c'était une peur qui me traversait l'esprit de dire, mais my God, comment je vais tolérer l'imperfection quand je vais être patronne si je me mets autant de pression? Ouais. Finalement, t'es jamais devenue patronne. Finalement, je suis jamais devenue patronne, mais ça reste que je me dis quand même un trait qui va toujours me suivre. Ouais. Puis... En fait, j'ai fait le choix de quitter médecine pour plein d'autres raisons. Puis il y a aussi des facteurs internes qu'on peut pas nier non plus. Mais ça reste de dire, avec tout ça, tu repars avec ton bagage à toi, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je peux améliorer dans le futur? Ouais. Puis c'est ça, j'ai hâte qu'on revienne à la fin là, sur les trucs et astuces, parce que je pense que ça va être intéressant de jaser de tout ça. Puis l'autre truc que je voulais dire, ben, quand tu disais que ton ami... des fois, je pense que je sais de qui tu parles en plus, mais quand tu disais, mais comment elle fait, tu sais, pour être autant capable de s'enlever de la pression? Moi, je me rappelle que quand je voyais ça, des fois, je me disais, j'avais vraiment un mixed feeling de dire, je suis comme jalouse de sa manière de s'enlever du poids parce que j'aimerais ça être comme elle. Mais il y a une autre petite voix intérieure à l'intérieur de moi qui me disait, mais what if si, genre, tu te déresponsabilises? Puis what if si... C'est juste une manière d'éviter la responsabilité. Fait que fais-en plus. Fait que c'était juste ça qui tournait. Fait que, bref, je trouve que c'est tellement puissant, notre baromètre. Puis quand il est pas là, c'est dur de se fier à réellement ses propres attentes parce que tes attentes sont juste tout le temps irréalistes. Exact, c'est ça. Les attentes sont tellement tout le temps élevées qu'à un moment donné, c'est dur de dire, OK, c'est une attente qui est juste normale, que le commun des mortels se fixerait cette attente-là, ou c'est démesuré. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, moi, je me rends compte que mon perfectionnisme ressortait le plus dans le stage d'urgence. Ah ouais? Tu sais, personnellement, là, quand j'ai fait mon stage à l'externat puis à la résidence, à la résidence, un peu d'urgence, l'urgence, c'est pas un domaine où faut être perfectionniste. C'est un domaine où il faut que tu penses vite, faut que tu t'ailles à l'essentiel, puis c'est comme ça que tu es un bon urgentologue, parce que tu peux pas te permettre que la salle d'attente soit pleine comme tout le temps, même si c'est un peu ça qui arrive à cause de la réalité du système, mais les urgentos travaillent extrêmement fort pour les avoir vus aller, mais c'est un milieu où le débit est quand même présent, puis moi, comme personne perfectionniste,
oh my God, que ça venait me chercher parce que tourner les coins ronds, c'était non seulement légitime, mais c'était nécessaire. Ben oui. Puis moi, j'étais tellement inconfortable avec ça parce que je revenais tout le temps le soir en me disant oh, mon Dieu, je me suis même pas révisée pour cette prescription-là. Hey, j'ai-tu manqué quelque chose? Ah, c'est à toi d'avoir le petit rhume. Ma soeur est en train de me contaminer. Mais dans le fond, c'est ça, tu sais. Puis j'ai vraiment trouvé ça difficile comme stage. Ah ouais, je te comprends pour vrai, Alice, là. Puis moi, un des trucs aussi, je pense, qui faisait augmenter le perfectionnisme, j'avoue que l'urgence, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que moi aussi, je pense que c'était un petit peu mon tendon d'Achille. Moi, c'était vraiment l'aspect aussi que les patrons, ils changeaient tout le temps parce que dans le fond, pour vous expliquer, là, vous êtes, par exemple, dans un stage d'urgence, puis vous avez un patron différent à chaque jour. Il y a des stages où est-ce que c'est un patron différent à chaque semaine. Mais un patron différent à chaque jour, autant que c'est le fun parce que tu apprends plus, parce qu'en fait, tu es exposé à différentes manières de penser. Ouais. Mais en même temps, c'est de dire, mais il faut quand même que tu t'adaptes à la manière de penser du patron parce que la médecine, c'est une manière qui est de pratiquer qui est différente de personne en personne. Ouais. Puis moi, je me rappelle que plus dans un stage, je changeais souvent de patron, plus j'ai l'impression que mon perfectionnisme me boostait dans le piton parce que non seulement j'avais pas de baromètre vraiment interne, j'avais tout le temps des attentes élevées. Puis une des façons de diminuer mon perfectionnisme, c'est quand je m'habituais à un patron puis je me disais « OK, cette personne-là, je sais qu'elle s'attend de ça de moi. » Fait que ça me permettait de stabiliser mon baromètre interne. Ouais. Mais dès que le patron changeait, je te jure, là, je pense que là, je boostais x10 mon perfectionnisme parce que je me disais « Oh mon Dieu, là, les attentes ont changé. » Fait que sur quoi je me fie? Ben, je me fie sur mes attentes puissance 10. Ben fait oui. Puis le nombre de fois que tu te fais dire, t'as-tu questionné ça? Alors qu'un autre patron s'en aurait foutu, là. Alors vraiment, que pour un, c'est une erreur là, de ne pas avoir questionné ça. Fait que c'est là que tu dis, crème, OK, fait que la prochaine fois, je vais le questionner, mais peut-être que le prochain patron, lui, il va s'en foutre, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça devient infini. Tu peux pas développer une adaptabilité à tout le monde, tu sais. Puis la réponse vient qu'au final, faut que tu te fies à ton propre baromètre interne. Ouais. Mais c'est vrai que quand il est inexistant, tu te fies à qui? Les autres. Ouais. Puis à un moment donné, te fier sur les 150, 200 médecins que tu croises. Mais ça devient impossible de t'adapter à la vision de tout le monde, tu sais. Fait que vraiment. Vraiment. Puis moi, je pense quelque chose qui aidait beaucoup, moi, je trouve, au préclinique. Fait que je rappelle à tout le monde que le préclinique, c'est quand on est sur les bancs d'école puis on apprend vraiment la matière pure, là. Ouais. Moi, je trouve ce qui m'aidait au préclinique, c'est qu'il y avait vraiment des objectifs. Fait que moi, je prenais avant un examen la liste d'objectifs, j'étudiais point par point, puis je me disais, si j'ai réussi à passer au travers de tous les objectifs, je suis prête pour mon examen. Ouais. Quand tu arrives en stage à l'externat, oui, il y a des objectifs de stage, mais c'est très flou. Puis sur quoi tu es évalué, là, je pense que ça va changer tranquillement. Mais en général, sur quoi tu es évalué, c'est plus sur ton fonctionnement général en tant qu'externe, en tant que stagiaire, et non sur des connaissances précises. Il n'y a pas, mettons... Ça arrivait des fois qu'il y avait des objectifs. D'ici la fin du stage, l'étudiant devrait apprendre telle chose, mais moi, je trouve personnellement que c'était beaucoup plus flou. Mm-hmm. Fait que ça fait encore là, même chose, si les attentes extérieures sont floues, ben mes attentes internes, je sais qu'elles sont puissance 100. Fait que je vais me fier à celle-là, puis moi, je pense que c'est là que tu es à risque d'épuisement. T'sais. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, on se rappelle que toi, tu arrives du cégep où tu t'es forcé, mais encore une fois, tu faisais tous les exercices. Il y avait toujours des questions d'examen. Tu sais, tout était planifié d'avance, tout était contrôlé. Vraiment. Mais quand tu t'es perfectionniste puis tu es plongé dans un milieu où, à un moment donné, tu n'as plus le contrôle là, de justement les attentes. Il y a un effet de surprise aussi sur quel cas tu vas tomber, tout ça. Ben, tous ces traits-là qui ont une visée de vouloir, c'est ça, contrôler pour que tout soit à la perfection, ben là, c'est décompensé, là, tu sais. Vraiment. Oui, ça prédispose au burn-out. Puis, tu sais, c'est pas pour rien quand on disait à notre dernier épisode qu'il y a des facteurs internes et externes, ben réellement, c'est sûr que c'était un haut niveau de perfectionnisme que, pour vrai, moi, c'était mon cas, moi, ça en était nuisible. Mm-hmm. Ben c'est sûr que ça m'a pas aidé, là. Tu sais, on va se le dire, ben franchement, puis faut être honnête aussi, là. Ah non, vraiment, vraiment. Puis moi, je pense pas que tous les étudiants en médecine sont pareils, puis même les étudiants en santé en général, mais je pense que clairement,
on sélectionne des gens qui ont cette tendance-là, puis ça m'amène à discuter un peu des bienfaits aussi du perfectionnisme, parce que, tu sais, je me dis, c'est quand même vrai, mettons, moi, plus tard, si je vais voir un médecin, je veux être soignée par quelqu'un qui a le souci du détail, puis qui va faire son maximum pour pas se tromper, tu sais, puis... Mais après ça, c'est comme, en même temps, je veux pas d'un médecin qui est en burn-out, tu sais. C'est ça, exact. C'est comme, et où la ligne? Puis... oui, vraiment. Fait que c'est ça, je trouve, ça amène vraiment la question de dire, mais sur quoi tu te fies au final? Puis ça fait aussi que le perfectionniste, c'est des personnes qui sont très fiables, là, tu sais. Oui. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un de perfectionniste, tu sais qu'il va le faire A1, puis il va mettre encore une couche de crémage par-dessus parce qu'il va s'assurer que ça soit parfait. Fait que c'est le fun d'être avec des personnes comme ça. C'est le genre de coéquipier d'équipe quand tu fais des travaux longs, là, que tu sais que c'est le dernier à corriger puis à remettre le travail pour être sûr qu'il y a le dernier mot sur la dernière ligne, tu sais. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais moi, c'était clairement mon genre, mais c'est ça, puis tu sais, je pense qu'il y a vraiment un spectre dans le perfectionnisme. Ça se peut que vous vous reconnaissiez plus ou moins avec ce qu'on dit, comme ça se peut que vous vous dites « Ah ouais, OK, moi, c'est vrai que j'ai quand même ce souci-là du détail qui est un peu poussé à l'extrême. » Mais comme tu dis, Maud, tu sais, moi, je pense que me faire soigner par quelqu'un qui a ce souci-là du détail, c'est important. Puis je pense que ça amène une belle nuance, que ça a des bienfaits, le perfectionnisme, jusqu'à une certaine mesure, dans le fond. Puis le but dans ce podcast-là, c'est peut-être de vous amener la question, est-ce que mon perfectionnisme me nuit? Ou il est juste dans un niveau qui fait que je fonctionne, je me dépasse, je me soucie de mon parcours et tout ça, mais est-ce que c'est comme rendu trop, là? Puis là, c'est en train de t'amener d'autres symptômes qui sont pas le fun à vivre, comme d'anxiété. Donc, c'est vraiment, je pense, de vous fier à ces signaux-là internes que peut-être vous pouvez sentir. Puis moi, je me rappelle à un moment donné que je me suis fait la réflexion, surtout à l'externat. Je me suis dit, hey, là, en ce moment, il n'y a pas mort d'homme, là. Puis c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, là, tu sais, là, t'as pas... Oui, t'as une certaine responsabilité comme externe, mais t'as pas la vie du monde dans tes mains en ce moment. Fait que là, dégaz. Tu sais, comme, calme-toi. Puis on dirait que c'est là que j'ai commencé à départager mes signaux en disant, OK, là, ça, Alice, c'est trop. OK, là, ça, tu pourrais faire plus. Mais ça a commencé là, puis... Déjà, il était trop tard, là. J'étais déjà rendue trop loin dans l'externat pour commencer à regarder mes signaux de perfectionnisme, mais... Ouais. Ben, remarque qu'il n'est jamais trop tard parce que... Non, c'est sûr. Toutes les réflexions que tu as eues, ils sont utiles encore maintenant. Ben oui, vraiment, ça me suit, là. Mais c'est vrai que d'avoir cette anxiété-là qui te draine pendant longtemps, ça peut vraiment blesser à long terme, là. Vraiment, vraiment. Mais c'est ça, en fait. Ben, je sais pas si tu voulais qu'on rentre plus dans les trucs et astuces, parce que moi, personnellement, c'est ce que je voudrais entendre. Si j'écoutais un podcast sur le perfectionnisme, j'aimerais ça qu'on m'aide de dire c'est quoi les mots du truc. Premièrement, moi, je dirais par le premier conseil, en fait, le réaliser. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui réalisent pas qu'ils sont perfectionnistes. Puis quand tu réalises pas, tu penses réellement que tes attentes sont normales. Fait que, de réaliser, de dire... Est-ce que là, puis ça, c'est encore plus tough parce que justement, quand tu baignes dans un monde où est-ce que tout le monde a des hautes attentes, tu sais plus c'est quoi les attentes qui sont réalistes. Fait que bref. Ben oui, vraiment. Là. C'est dur, mais je pense au moins t'en rends compte de dire, est-ce qu'en général, t'es quelqu'un qui te met la barre haute, puis peut-être de regarder, excusez-moi, je vais tousser encore. Excusez-moi. Est-ce que en regardant les autres, vous sentez que vous en faites toujours un petit peu plus que les autres? Moi, ça a été un peu ma puce à l'oreille quand je croisais des étudiants, des étudiants en stage, je veux dire, autant que j'en voyais qui se mettaient tellement la barre haute que je me disais, OK, je suis pas comme ça. Mais autant l'inverse aussi, que je voyais d'autres étudiants que c'est bien correct, là, tu sais, ils prenaient la part de responsabilité qui leur revenait, puis ensuite, ils laissaient la part de responsabilité à l'autre personne, puis c'est parfait, mais moi, je regardais, puis j'étais comme... Oh my God, genre, je suis pas là pantoute, là, tu sais. Fait que c'est un peu de regarder autour de vous comment le monde, il gère leurs responsabilités, puis est-ce qu'il y a une surresponsabilisation? Ouais, puis, fait que bref, de le réaliser, puis ensuite, réaliser que vouloir la perfection, c'est vouloir atteindre l'infini qui n'existe pas. Ouais, exact. Tu peux pas, là, te dire que t'atteins la coche qui est... OK, fine, j'ai été parfaite aujourd'hui. Tu peux pas.
C'est infini, t'as raison, Maude. Puis c'est quand tu t'en rends compte que tu dis, là, ça me gruge trop d'énergie. Puis pour vrai, en ce moment, ce que je suis en train de faire, ça devient inefficace. Mhm. C'est... Puis quand tu t'arrêtes puis tu te poses la question, c'est là que tu réalises à quel point, justement, tu mets trop d'efforts pour ce que ça rapporte. Ouais. Ouais, mais en même temps, puis je me mets vraiment dans la peau de quand j'étais en médecine, là, je t'aurais répondu à ça. Ouais, mais Alice, what if si, mettons, le 1% que t'as pas mis, là, t'as mis ton 99%, Mhm. mais il te manquait le 1%, tu l'as pas mis, puis ça coûte la vie d'un patient. Mhm. Ouais. On dirait que je peux pas m'empêcher, ou je pouvais pas m'empêcher à ce moment-là de penser ça, de me dire, Ouais, t'as raison. ouais, mais what if si tu manques un truc, là, le patient pourrait mourir, puis Ouais. ça serait à cause de toi. Ouais. Fait que bref, je trouve que c'est dur de trouver... La ligne est extrêmement difficile. Puis, tu sais, moi, je me rappelle justement, j'avais quitté l'urgence, puis il y avait un patient qui était décédé après mon chiffre. Puis la nuit que j'avais passée, là, Oh. je pense que j'étais-tu résidente, je me rappelle plus, mais je m'étais dit justement, y a-tu un 1% que j'ai pas fait? C'est ça. C'était la question que je me disais, puis finalement, en parlant à la médecin, elle m'avait dit, hey, non, on a tout fait. Puis elle, justement, elle se disait, on a fait le 100%. Mais moi, dans mon insécurité et mon perfectionnisme, je me disais, ça se peut pas que j'ai pas fait 100%. Justement, il manque toujours le 1%. Le 1%, il devient infini. Le 1%, c'est du 2, c'est du 3, c'est du 4%. Puis ça finit plus. Ouais. Fait que... C'est comme si le 1% devient quasiment une distorsion cognitive de dire, Ben oui. même si tu as réellement fait ton 100%, il y aura toujours un petit 1% qui va se placer et dire non, je suis là. Puis là, ça te fait douter. Puis là, le doute, ça part le blender dans ta tête. Ben, fait vraiment, vraiment. Non, c'est... Puis je pense que je suis d'accord avec toi, Maude. Faut le voir, premièrement. Faut être honnête avec soi-même, puis dire, j'ai cette tendance-là, puis faut voir à quel point ça peut nuire. Quand t'es là-dedans, là, puis tu sais, encore là, je mets un bémol, ça se peut qu'il y ait du monde que le perfectionnisme, finalement, c'est leur meilleur ami, puis ça les aide dans leur vie. Mm-hmm. Mais pour être une personne que réellement, j'assume que ça me nuit, c'est important de l'assumer, ça, quand ça devient une nuisance. Puis justement, tu sais, la fameuse loi de Pareto, là, de dire, tu fais ton 80% pour le 20% de résultats que tu peux avoir qui Mais quand tu es perfectionniste, c'est pas la loi du 80-20, c'est toujours la loi du 100%, 100%. Tu donnes 100%, tu auras 100% de résultats. Ouais, c'est vrai. C'est démesuré, en fait, là. Ah ouais, ça finit plus pour vrai, là. C'est vraiment... tu cherches un infini qui n'existe pas. Exact. Puis l'autre truc, en fait, que moi, j'aurais le goût de dire... Ben, en fait, l'autre réalisation, plus qu'un truc, mais je pense que ça peut aider de le réaliser, c'est de dire jusqu'à quel point ton perfectionnisme, c'est pas pour protéger ton estime ou ta valeur personnelle. Puis c'est pas, en fait, un besoin d'être foncièrement aimé. Parce que je veux pas généraliser de dire que tous les perfectionnistes font ça, mais quand t'es perfectionniste, c'est que tu veux éviter quelque chose, puis... Souvent, c'est par peur d'affronter la critique parce que tu sais que ça va t'affecter dans ta valeur personnelle. Ouais, vraiment. Puis si tu dissocies tes capacités avec ta valeur personnelle, ben je pense que tu vas être plus capable d'affronter le fait que tu n'as pas été parfaite à certains moments. Fait que c'est une énorme carapace que tu te mets. Fait que juste de dire, est-ce que mon estime ou ma valeur, je la base sur des réussites ou des notes ou la perfection, justement? Puis encore là, Maude, c'est qu'on va se dire, mais si tu t'es rendu en médecine, c'est parce qu'on s'entend que ton parcours scolaire a été pratiquement exemplaire, ou en tout cas, s'il l'a pas été, ça a été par bout exemplaire, puis c'est que tu as souvent été valorisé pour justement tes réussites, tes notes, tes méritances, tout ça. Fait que ton estime est teintée par tes réussites. Ah oui. Mais je pense que le flou avec le perfectionnisme, c'est quand ton estime ne devient que tes réussites. Vraiment. Je pense que c'est là où quand ta valeur devient seulement ce pourquoi tu as réussi et non juste le fait d'exister, d'être, de respirer sur cette terre, ben c'est là qu'il y a comme ce flou-là qui se crée, puis tu peux te mettre à te dire, ah, ben là, il faut que je sois parfaite parce que sinon on m'aimera pas. Puis je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais peut-être qu'il peut avoir une notion d'estime là, derrière ce perfectionnisme-là. Là. Ben oui, vraiment, puis ça fait partie de l'introspection de chaque personne au final. Puis il y a aussi la notion aussi de, je parlais d'évitement, mais c'est quoi que tu veux éviter à court terme? Qu'est-ce qui fait que, je vous donne l'exemple, un patron révise avec toi, puis finalement,
t'as fait une erreur, puis tu l'avoues pas. Tu dis « Oh non, mais je le savais », là, tu sais, les petites phrases comme ça que moi, personnellement, j'entendais souvent, là, de dire « Oh non, non, mais je le savais » ou « Oh non, c'est juste pour éviter, dans le fond, l'erreur que t'as faite pour rester parfaite aux yeux du patron. » En fait, c'est quoi que t'évites? Est-ce que c'est la reproche, justement? Est-ce que c'est... tu veux éviter les conséquences néfastes pour un patient? Est-ce que c'est éviter de la culpabilité? Il y a plein de choses, je pense, que le perfectionniste peut cacher, mais Ben oui. je pense que c'est sain de se poser la question, de dire c'est quoi que t'évites? Ouais, vraiment. Puis comment tu peux pas vraiment t'exposer graduellement à l'échec parce que pour affronter une peur, un des trucs, c'est de s'exposer graduellement, mais c'est réaliste de dire, ben là, il faut que tu t'exposes graduellement à te tromper. Ouais. Fait que c'est quoi que tu fais pour affronter ça, tu sais? Fait que c'est un bon point. Puis moi, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, OK, pour m'entraîner justement à tolérer l'imperfection. Parce que tu peux pas, quand tu es perfectionniste, tu peux pas non plus te mettre à aimer l'imperfection. Tu peux apprendre à le tolérer. Puis moi, ce que je me disais, c'est que je me disais, je vais tolérer une action dans ma journée qu'avant, justement, j'aurais voulu que ça soit exactement ça coche. Fait que, mettons, là, pour un exemple, tu sais, à un moment donné, justement, quand j'étais en médecine interne, il fallait absolument que je sois rendue à telle partie de ma note pour aller dîner, puis tout ça. À un moment donné, j'avais écouté mon ami, j'avais dit, tu sais bien, OK, tu sais bien, même. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien, je vais te suivre pour aller dîner, puis je vais tolérer le fait que, OK, peut-être que ça sera pas sa coche, puis peut-être que j'aurai pas le temps de retourner questionner mon patient pour savoir si, mais ça va être ça. Puis ça va être assez. Ah ouais. It is enough. Genre, tu sais, la fameuse phrase, là, de dire, est-ce que, là, tu peux te permettre de dire, gars, slack un peu sur cet élément-là, puis lâche prise, fait que tu lâches prise sur quelque chose, pas juste pour faire du lâcher prise, mais pour prendre prise sur quelque chose d'autre qui est ben, plus de liberté puis plus de légèreté parce que ça pèse. Quand tu vis ça à journée longue puis que tu es tout le temps en train de te mettre des exigences qui sont tout le temps trop hautes, tu te déçois constamment. Vraiment, puis si je peux partager en fait un autre truc qui ressemble au tien, Alice, c'est que moi je me rappelle que mon perfectionnisme il se manifestait beaucoup dans les antécédents des personnes. Quand j'allais réviser le dossier, c'est comme si je voulais avoir rien manqué du dossier. Je voulais connaître le patient là, des années 1905 jusqu'à aujourd'hui. Là. Pour te donner une idée, j'allais chercher loin là, dans les dossiers, puis en fait, j'évitais la reproche ou le commentaire du patron de dire « Est-ce que tu as vérifié si elle avait tel antécédent? » Puis que je disais non. À chaque fois, c'est comme si j'étais comme « Hey, merde, j'ai merdé, tu sais. » Puis je me suis dit à un moment donné, « Garde, je vais faire là, comme si c'était moi le médecin. C'est moi le médecin, c'est à la place. » Puis on s'entend, j'étais tout le temps contre-vérifiée et tout ça. Ben oui. C'était sécuritaire, mais je me disais « Garde, je vais vraiment aller chercher qu'est-ce qui est réellement pertinent à savoir pour le cas clinique. Puis si le patron, il révise avec moi après puis qu'il me dit « T'as oublié ça dans le dossier médical », ben garde, au pire, j'aurais volontairement lâché prise sur quelque chose, comme tu dis, puis ça aurait été un lâcher-prise qui aurait été choisi, mais parce que je sais que je me concentre sur ce qui est pertinent. Puis après ça, on peut toujours se réajuster. Peut-être qu'à un moment donné, on lâche trop prise sur quelque chose, puis on dit « Et non, je pense qu'il faudrait que tu reprennes prise là-dessus, parce que c'est quand même important, c'est vraiment une erreur que tu as faite d'éviter volontairement ça. » là. Il y a toujours un juste milieu, mais bref, c'est de tolérer le fait de s'adapter à une situation. Exactement, puis je pense que, comme exemple, tu sais, là, on parle beaucoup de médecine et tout ça, mais moi, dans ma vie personnelle, ce qui m'a aidé, là, avant, pour vrai, j'avais tellement l'impression ça me pesait de faire un ménage avant que je reçoive mes amis. Il fallait que la balayeuse soit faite, le lavage soit fait, la salle de bain soit faite, puis c'était comme si... fallait là, que mon appartement soit clean cut. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, le temps puis l'énergie que tu passes à faire le ménage... pour finalement, peut-être qu'ils vont même pas remarquer qu'il y a un poil de ton chat qui traîne en terre. Moi, je remarquais pas tout le temps, by the way. Ben, c'est ça. C'est que c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, ben voyons, ça n'a aucun sens. Mettons, le 2 heures de ménage que je fais, il est-tu vraiment worth it? Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, gars, OK, t'auras pas le temps de tout faire, mais fais, mettons, ce qui est le plus important. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est vrai que la salle de bain, quand elle crasse, ça se remarque. Fait que salle de bain, je le fais, balayeuse, le poêle, puis le reste, ben... ça va être correct. Fait que c'est de choisir en fonction de ton énergie. Puis en médecine, à un moment donné, c'est que tu viens déconnecter avec ton énergie interne. T'as tellement plus de jus, t'es tellement tout le temps de garde, t'es tellement tout le temps dans la performance que écouter ta boussole interne puis écouter ton énergie puis dire « Hey, là, c'est-tu vraiment nécessaire de faire ça? » On dirait que ça devient extrêmement difficile. T'sais. Fait que si vous êtes capable de le faire
dans votre vie, pas nécessairement en médecine, mais juste regarder comment vous gérez votre énergie dans votre vie personnelle. Puis d'essayer de gager, de dire, est-ce que là, j'en fais trop, j'en fais-tu pas assez, est-ce que j'en fais juste assez? Déjà là, ça va être gagné, puis peut-être que ça pourra s'influencer après dans votre domaine médical, dans vos études. Là. Vraiment. Vraiment, je suis 100% d'accord. Puis si je peux finir sur un point, c'est l'aspect autocompassion, puis on pourra en parler largement dans un autre épisode, mais d'être doux envers soi-même, puis je le dis rapidement, mais il faudrait juste que tu surveilles ton chat, Alice, parce qu'il va sauter sur mon ordi. Mais rapidement, l'autocompassion, c'est d'être fin envers soi-même, d'être conscient, en fait, de tes mécanismes internes, d'être connecté à tête-cœur, puis finalement, l'humanité commune. Donc, dire que t'es pas la seule personne dans l'hôpital à vouloir faire de ton mieux puis à être perfectionniste, juste ça nous rallie ensemble, puis on se sent moins seul. Ouais, tellement. Si je résume, Alice, dans les trucs et astuces, on a dit, premièrement, juste le réaliser. Réaliser que t'es une personne qui a une tendance au perfectionnisme. Réaliser quand ça te gruge de l'énergie, parce que, comme tu as dit, il y a des personnes que ça leur gruge pas tant d'énergie, puis c'est tant mieux. La loi de Pareto. Donc, on essaye de faire 80-20. Donc, on se fixe des objectifs qui sont réalistes, puis on lâche prise réalistement sur des choses qu'on sent qui nous grugent de l'énergie. Ouais. On essaye de dissocier l'estime, la valeur personnelle et le regard des autres sur... en fait, on essaie de dissocier perfectionniste de ton estime. Exact. Juste pour que ça soit juste pas lié, mais pas en tout. Oui, ben de te valoriser par d'autres choses que la perfection. Tu peux te valoriser vraiment. par tellement d'autres choses, puis on pourra en parler dans un autre podcast, mais... Oui. Ah oui, il y a plein d'autres manières de se valoriser autrement, effectivement. Puis de voir, être conscient de qu'est-ce que tu évites en voulant la perfection. C'est quoi que tu évites à court terme. Ouais. Donc, juste être à l'affût de ça, moi, je pense que c'est pas miracle, mais ça donne des bons trucs. Ça peut donner des pistes, puis finalement, ben, je rajoute ton dernier point de l'autocompassion. On pourra en parler. Mais je pense que ça peut déjà donner des pistes pour nos confrères, consoeurs. Puis, tu sais, on parle de surtout les gens en médecine, mais vous pouvez écouter le podcast, puis pas nécessairement être en médecine, puis avoir cette tendance-là perfectionniste ou vouloir aller en médecine, puis vous êtes peut-être au cégep en train d'étudier votre vie pour vouloir rentrer, mais je pense que c'est ça, de vouloir juste prendre un regard sincère sur vous-même puis dire est-ce que je fit là-dedans, puis est-ce que je peux m'aider là-dedans, puis on dira tout le temps dans notre podcast, c'est d'encourager la responsabilisation individuelle. Notre but, ça sera jamais de bâcher que le système. On a une grande part comme individu dans notre responsabilisation au niveau de notre santé mentale, puis ce podcast-là se voulait de partager ces facteurs-là qui sont internes à nous, puis on est comme ça à un moment donné, on se développe comme ça, mais c'est pas inchangeable. On peut faire des choses pour pouvoir s'aider là-dedans. Puis moi, personnellement, ces éléments-là m'avaient beaucoup aidé. Ah, vraiment. Vraiment. Puis c'est ça, c'est de partir avec ça. Puis comme on vous a dit, ça sera pas... les résultats de ça ne seront pas parfaits. Ouais. Mais au moins, je pense que ça pourra vous aider, là, en quelque sorte. Puis n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des situations qui vous viennent en tête, de dire « Hey, moi, là, dans cette situation-là précise, j'ai de la misère. On dirait que je veux tout le temps viser la perfection. » Nous, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, n'hésitez pas aussi à nous écrire si vous avez des trucs autres que ceux-là qu'on a nommés. Moi, je pense que ça peut toujours aider tout le monde. Puis, à la limite, on pourrait même les partager là, si vous en avez d'autres. Donc, moi, je finirais juste sur un livre que j'avais lu là, de Christophe André, qui est un médecin psychiatre en France, qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. On pourra mettre la référence, si tu veux, Maud, dans notre description là, de vidéo. Ouais. Je trouve que c'est un excellent livre qui fait la nuance, justement, entre le perfectionnisme, l'estime, comment se libérer de ces chaînes-là hein, qui nous pèsent. Puis voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est quand même une bonne brique, mais c'est excessivement utile de lire ce livre-là. Puis entre autres, Christophe André parle à un moment donné dans son livre d'une expérience d'une étudiante en médecine, puis comment ça a pu lui nuire, ce perfectionnisme-là. Donc, ah oui, c'est vrai. C'est intéressant. Bien, merci beaucoup, Alice, pour la référence. Puis, bien, merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Désolée pour les petites quintes de tout par-ci par-là, mais regarde, je voulais vraiment enregistrer cet épisode-là aujourd'hui. Puis, ça montre justement que notre podcast n'est pas parfait. Exactement. Donc, on lâche prise. On a hâte de vous retrouver là, dans un prochain épisode. Oui, vraiment. Donc, prenez soin de vous surtout, puis on se voit bientôt. OK, salut, bye. Bye-bye.